Je me tourne vers le spécialiste Constantin de Vergennes, spécialiste et journaliste chez France Catholique. Désolé, Olivier d'Artigol. Excusez-moi, je t'ai fait vous étiez... Olivier, je dis aux auditeurs de Europe 1, Olivier était dans les starting. Il a entendu spécialiste. Ouais. Il a levé la tête. Non, laissez les vrais spécialistes. Non, c'est un malentendu. D'accord. Constantin de Vergennes, favori ou pas favori le cardinal italien Pietro Parolin? C'est le secrétaire d'État. C'est le numéro 2 du Parolin, ça dépend si vous le prononcez avec l'accent ou non. Numéro 2 du Vatican, qui connaît très bien Rome, proche du pape. C'est effectivement, on dit, un des favoris, étant considéré que être favori n'est absolument pas la garantie de remporter l'élection. Parolin, ça serait possiblement une sorte de continuité du pape François, même si, comme beaucoup de cardinaux, il ne s'est pas forcément exprimé sur tous les sujets qui ont agité, et donc on ne peut pas non plus se projeter totalement. Cardinal français Jean-Marc Aveline, favori ou pas favori? Oui, alors là aussi, tout le monde le donne favori, même si il est beaucoup noté qu'il ne parle pas bien italien, et que c'est un grand handicap, mais il était créé cardinal il y a pas longtemps, il était très proche du pape François, qui voyait régulièrement, même hors agenda officiel, c'est une relation d'amitié. Pour le coup, ils sont également sur la même ligne que le pape François. Et sur les questions politiques, ou du moins sur les flux migratoires, on sait qu'il y avait une proximité idéologique entre le pape François et le cardinal Jean-Marc Aveline. Favori ou pas favori, Robert Sarra? Alors, ça pourrait être l'outsider si on se lance dans les comparaisons footballistiques. Alors, ce qui est intéressant avec le cardinal Sarra, c'est qu'il aura 80 ans au mois de juin. C'est-à-dire qu'il ne sera plus électeur au mois de juin. Et providentiellement, peut-être. Vous imaginez le destin quand même, parce que dans quelques semaines, il aurait dû ne plus pouvoir voter et être présent. Or, sa présence, on dit dans les couloirs du Vatican que sa présence va être essentielle. Ah bon? En tout cas, c'est une personnalité qui pourrait être assez apaisante, dans le sens où c'est un homme de prière, il parle beaucoup de silence. C'est vrai. Qui est très attaché à cette notion de silence. Il n'était pas explicitement, on va dire, sur la même ligne que le pape François, mais il n'a pas non plus jamais critiqué, il n'est jamais rentré dedans. En plus, ça serait le premier pape, sauf erreur de ma part, le premier pape subsaharien, donc ça serait évidemment une image absolument extraordinaire. On en revient tout de même à ce que j'évoquais tout à l'heure, cette idée qu'il y a quand même une sorte de mise en campagne. On se met en campagne. Mais alors, une dernière chose sur le cardinal Sarra, vous allez dire la campagne. Allez-y. Ça fait 2 fois. Constantin de Vergennes. Non, je ne sais pas si on peut parler explicitement de campagne. Ce qui est vrai, c'est que les discussions qui ont lieu lors de ces congrégations générales se font les cardinaux prêtent serment pour ne pas parler, pour ne pas dire à l'extérieur ce qu'ils se disent. Et donc la parole est totalement libre. Et le but du jeu, si on veut, c'est que tous les cardinaux prennent la parole pour dire voilà la situation que je constate de l'Église, voilà le bilan que j'en tire, et voilà les pistes qu'il faut mettre. Alors effectivement, quand certains vont parler, on peut imaginer que certains cardinaux ont un ton peut-être un peu plus politique que d'autres, mais bon, s'ils sont persuadés de pouvoir aider l'Église, c'est normal. Bon, j'ai une force de persuasion absolument minime, puisque je disais, je suis pas très à l'aise avec l'idée de passer quelques minutes à se dire favori ou pas favori, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le cap, la ligne qui sera fixée par l'Église demain, l'Église de Rome, bien évidemment. Dernière anecdote, Olivier d'Artigol, vous savez que j'ai rencontré le cardinal Sarra. Ah oui, je sais. Ça a été un moment extraordinaire. L'un des moments les plus bouleversants de ma vie. C'était un déjeuner et j'ai rencontré un homme d'une puissance, d'une aura, d'un calme, d'une sérénité, d'une profondeur, d'une bonté. Il a un regard qui vous transperce, qui vous sidère, et en même temps, il se passe quelque chose autour de vous et vous pouvez l'écouter pendant des heures. Et c'était une période assez tourmentée, j'ai un climat assez tourmenté en France, et je suis sorti de cette rencontre profondément apaisé et serein. Et je me suis dit, mais cet homme est exceptionnel. Et j'ai vraiment, là je vous le raconte, on est entre nous bien évidemment, mais ça a été l'un des moments les plus importants de ces dernières années.
pour moi. Alors tous ceux qui l'ont rencontré évoquent en effet une très forte personnalité, un charisme, et vous en faites état là. Vous êtes passé un peu vite sur Paroline, parce que numéro 2, mais aussi il est décrit comme étant en capacité de gérer la curie romaine qui avait été un peu bousculée par François, et il a été celui qui a maintenu un contact entre les princes de l'Église et François au cours de ces dernières années pour éviter que justement il y ait une trop grande crise. Donc son profil revient beaucoup. Et puis la grande question, c'est aussi sur la zone géographique. C'est-à-dire, est-ce que François était un pasteur qui a voulu vraiment se projeter en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, puisqu'il en était originaire? Est-ce que ça va revenir sur le vieil Occident et plus particulièrement en Italie? C'est l'un des ressorts aussi de cette élection. Je veux revenir sur le cardinal Sarah. Une dernière chose avec vous, Constantin de Vergennes. Dites-moi si je me trompe, il avait été nommé par Jean-Paul II à l'époque. C'était le plus jeune cardinal, je crois. Hein. Oui, en plus... on l'appelait le prince de l'Église civile. Il était était nommé effectivement très jeune. Il a un parcours, un très beau parcours dans son pays et même à Rome. Et c'est, encore une fois, c'est une personnalité qui est très apaisante. Et c'est le terme d'ailleurs moi j'ai eu la chance également de l'interviewer il y a quelques années. Je fais le même constat que vous. C'est une personnalité très apaisante. Question, est-ce qu'à ce moment-là, on n'irait pas vers quelque chose qui serait plus de rupture, puisque c'est quelqu'un qui est plus traditionnaliste, on va dire. Oui. Ah oui. Bah oui, non, on peut le dire. Oui, non mais ça sortira pas d'ici. J'ai l'impression, dites-moi, non mais attendez, ça sortira pas d'ici, on peut le dire. Non mais je vais prolonger ce qu'ils disent. Constantin de Vergennes, je vais prolonger les questions. J'ai l'impression quand même qu'un monde sépare ce qui peut être décrit dans les médias sur certains cardinaux, sans pour autant aller uniquement sur le cardinal Sarah, et ce que vous ressentez quand vous rencontrez ces cardinaux. Oui. Voilà. Donc, faut peut-être pas. C'est comme pour ceux qui disent que François était un woke ou un gauchiste. Pareil, dans l'autre sens. Mais vous n'avez pas écouté parce que il a été dit que le cardinal Sarah était très attaché au silence. Ce qui est assez curieux, et c'est un des nombreux paradoxes. Les plus féroces critiques de l'Église présentent souvent l'Église comme une institution qui pousse les personnes à penser la même chose d'une seule voix, avec les mêmes mots, les mêmes phrases, et en même temps on trouve ça bizarre, compliqué que des prélats peuvent avoir des visions complémentaires, que le cardinal Sarah ne parle pas exactement avec les mots qu'employait le pape François, ne veut pas dire que si le cardinal Sarah est élu pape, il va détricoter ou que ce sera l'anti-François. Je rajouterais surtout que le cardinal qui accepte la charge de pape arrive dans un milieu, dans une structure qui est une institution qui a 2000 ans, c'est unique au monde. Et donc, il peut pas faire n'importe quoi. Il peut pas tout casser, il peut pas réinventer des dogmes. Voilà.